La sélection sexuelle. On sait bien que pour séduire, il faut quelquefois des artifices. Ces artifices, alors chez les humains, chez les femmes, chez les hommes, le maquillage, etc. Bon. Mais si on prend l'exemple des hirondelles, des cygnes, des dindons, des gorilles, des gibbons, du paon, eh bien, il en est tout autrement. Certains caractères, essentiellement des caractères secondaires, donc caractères secondaires qui s'opposent à ce que l'on voit correspondant au caractère sexuel primaire, caractères secondaires donc sont quelquefois bien variables concernant le mode de sélection, de sélection sexuelle, on va dire. La femelle, chez les animaux, souvent elle choisit celui qui est le plus beau, le plus fort. Bon, elle prend rarement celui qui est le plus moche, le moins fort. Bon, contrairement aux humains qui, eux, chez qui les critères, chez lesquels les critères sont relativement variables. Et bon, peut-être qu'ils s'apparentent un petit peu à ce que propose le monde animal, mais il y a quand même des différences. Bon, on va voir. En tout cas, on va essayer de comprendre, pas de manière exhaustive, évidemment, mais certains caractères sexuels donc possédés par les mâles peuvent constituer alors un avantage, question séduction par rapport aux femelles, mais quelquefois ça peut être dangereux parce que les mâles qui ont trop d'attributs sexuels qui vont permettre de séduire la femelle, eh bien ça peut correspondre quelquefois au fait qu'un prédateur va le manger plus rapidement et de manière beaucoup plus facile, en tout cas que la femelle qui, elle, va pouvoir peut-être se sauver beaucoup plus vite. Alors, pourquoi je pense au paon, le paon qui arbore une grande roue par rapport à la femelle. Alors, évidemment, maintenant, on voit des paons dans les régions, enfin, dans les zoos, je veux dire. Bon, maintenant, est-ce que dans la nature, est-ce qu'il y a encore des grands paons? C'est une question à poser. À l'état sauvage, je veux dire. Maintenant, ce que je vous dis, c'est symbolique. On va essayer de comprendre sélection sexuelle chez l'hirondelle, des cheminées. On va essayer de montrer, de voir comment expliquer la différence et la persistance au sein d'une espèce de ces caractères sexuels secondaires un petit peu exubérants quelquefois, mais quelquefois non. Bon, on va voir que dans le cas de l'hirondelle, c'est tout à fait raisonnable. Alors, chez les hirondelles, donc les hirondelles des cheminées, ce que l'on voit chez nous en Normandie régulièrement, bon, il y a des oiseaux qui sont des migrateurs que l'on appelle Hirundo rustica. Hirundo, donc c'est le genre et rustica, c'est l'espèce. Alors, il existe des sous-espèces, évidemment. Là, par exemple, on parle de manière générale de Hirundo rustica, qui est notre hirondelle des cheminées. Elle entame une mue à l'automne et en hiver, et cette mue se termine évidemment à la fin de l'hiver, de telle sorte qu'au début du printemps, eh bien, certains mâles arborent donc, des plumes de chaque côté de leur queue, en fait, des plumes très grandes, enfin relativement grandes en tout cas, mais en tout cas beaucoup plus grandes que les autres. Et ces plumes qui bordent la queue s'appellent des filets. Filets. Donc il y a des filets plus ou moins grands chez les mâles. Alors, des scientifiques ont étudié l'impact de la longueur de ces filets sur 3 paramètres qu'ils ont jugés relativement importants. Il s'agissait, donc le premier paramètre, donc, de voir le temps nécessaire à la constitution des couples. Alors sachant que, entre parenthèses, les couples qui ont un certain âge sont relativement fidèles. Bon, normalement ils sont fidèles, mais lorsqu'il y a des migrations, lorsqu'ils partent, alors je ne sais pas trop s'ils partent ensemble, mais en tout cas ils reviennent, les mâles reviennent en premier. Et quelquefois les mâles commencent à construire le nid et la femelle arrive ensuite. Alors voilà, déjà aux questions distance, sachant qu'ils vont très très loin au niveau de la migration, on peut se poser la question comment est-ce qu'ils peuvent retrouver l'endroit exact après avoir fait des milliers de kilomètres. Ça c'est une question à part. Bon, en tout cas, là on parle du temps nécessaire à la constitution des couples. Là, on va voir des graphiques qui vont nous donner les résultats. Le nombre des naissances, donc quelle est l'influence de la longueur des filets sur le nombre de naissances. Et puis ensuite la longueur naturelle de la queue l'année suivante, sachant que les mâles
après avoir mué à nouveau en automne et puis tout au long de l'hiver, eh bien, ils vont reconstituer une queue et on va voir si la queue va reprendre la même grandeur ou pas. Alors on compare bien sûr par rapport à un groupe témoin toujours, hein. Donc on va avoir 3 graphes puisqu'il y a 3 expériences qui sont faites sur 3 paramètres différents. Alors à chaque saison, la longueur des filets varie en fonction de la croissance de l'oiseau. La croissance par exemple du petit oisillon, qui devient une espèce de poussin en fait, qui va devenir adulte. Donc ça dépend également des ressources alimentaires et de son état général de santé. Bon. Donc là on imagine bien que un mâle hirundo rustica en pleine santé, qui est vaillant et tout, qui mange bien, on imagine très bien que les filets seront assez grands et que les autres qui ont du mal, etc., peut-être que les filets seront plus petits. Bon. Alors, donc les filets très longs vont permettre un accès, alors on verra, on va analyser les graphes après, mais on peut dire que déjà les filets qui sont très longs vont permettre un accès plus facile à la reproduction. Et on verra que cette forte activité reproductrice donc, qui se fera en parallèle par rapport à ceux qui auront des filets plus petits, auront moins de petits. Donc cette activité reproductrice dans le sens avoir des petits, avoir un certain nombre de petits relativement importants, eh bien, donc ils peuvent aller jusqu'à 8 par exemple, 8, 10 éventuellement. Eh bien, tout cela a un coût. Parce que ça veut dire que l'année d'après, peut-être que le mâle ne sera pas aussi performant. Bon, on va voir. Alors, donc arborer des caractères sexuels secondaires particuliers peut avoir un coût de manière négative, éventuellement. Concernant l'hirondelle, on va voir. Première expérience, le nombre de jours en fonction du fait que, on a un témoin, que le filet est raccourci ou que le filet est allongé. Alors, concernant le témoin, on a pris un témoin et on n'a rien fait. On n'a ni coupé le filet et on ne l'a pas allongé non plus. Alors pour allonger un filet, il y a des astuces, des petites méthodes pour faire croire à la femelle en fait que le filet est plus grand. Il suffit de rajouter une plume synthétique ou pas. D'ailleurs, ça peut être une vraie plume trouvée chez un animal mort, par exemple. Et on s'amuse, ils se sont amusés. Donc ils ont regardé l'attente d'appariement en jours en fonction de la longueur des filets. Chez les témoins, ça correspondait à peu près entre 6, 7 et 8 jours. Voilà. Ça veut dire que les couples ne sont pas formés et ils se forment au bout de 6 jours et demi, 7 jours à peu près. Lorsque la queue est raccourcie, c'est seulement au bout de 12 jours. 12 jours. Et lorsque la queue est allongée, l'attente est de 2 jours seulement. Là, il est clair que si on analyse le graphe, par rapport au témoin où une queue normale, donc de grandeur normale, il faut 6 jours et demi, eh bien on voit bien que si on raccourcit la queue, eh bien l'appariement ne se fait pas facilement par rapport à une queue qui est allongée, où l'appariement se fait en 2 jours. Donc 2 jours contre 12 jours, je pense qu'il n'y a pas photo. Les femelles sont bien, l'appariement, l'accouplement dépend bien de la longueur des filets. Ça, c'est pratiquement une évidence. Maintenant, concernant le nombre de naissances, alors là, c'est un petit peu bizarre. Sur un témoin, donc on n'a pas coupé les filets, on a laissé, et il faut, mais il y a à peu près 5 naissances. Donc 5 œufs, 5 naissances. Donc ça veut dire que l'accouplement a été efficace, la fécondation a bien eu lieu, et donc 5 petits sont nés. Si on raccourcit la queue, le filet en tout cas, eh bien il y a 3 petits en moyenne. Et si on l'allonge, il y a 8 petits. Donc ça veut dire que l'efficacité de l'accouplement, en tout cas, et grâce à la longueur des filets, non seulement la femelle est très séduite, mais en plus cela joue sur quelque chose qui étrangement, donc c'est bizarre, moi je trouve que c'est bizarre de se dire que juste la longueur d'une plume peut faire en sorte qu'on a plus de petits ou moins de petits. Pourtant c'est qu'un caractère sexuel secondaire. Mais ça révèle en fait une certaine force, une certaine puissance du mâle, en fait,
plus la queue est longue, plus le mâle sera vigoureux et plus les chances d'avoir un nombre de petits important est importante. Maintenant pour l'année d'après. Concernant le témoin, eh bien, c'est la longueur des filets, l'année, une année après, concernant les mêmes individus que l'on a suivis l'année précédente. Eh bien, on s'aperçoit que pour le témoin, la longueur de la queue est de 6 cm à peu près. Lorsque la queue n'avait pas été raccourcie, on avait laissé les choses faire, la nature faire. Et là, lorsque l'on avait raccourci la queue, eh bien, l'année d'après, la queue a atteint, enfin le filet en tout cas, atteint une longueur identique à celle du témoin, donc 6 cm également. Voilà. Par contre, quand la queue avait été allongée, eh bien, on s'aperçoit que la queue a 4 cm de moins. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus petite. Alors c'est étrange. Alors la première année, ça veut dire que l'accouplement était très efficace. L'appariement se faisait en moins de 2 jours, 2 jours ou moins de 2 jours. Le nombre de petits était très important, mais l'année d'après, la queue était beaucoup plus petite. Voilà. Pourquoi? C'est un petit peu un mystère, mais on peut imaginer que la première année, le mâle a développé tellement d'énergie que cela a eu très certainement un coût physique, un coût au niveau de ses forces, etc. Et peut-être qu'il a eu du mal à récupérer l'année d'après. Bon, c'est une hypothèse, maintenant chacun fait son hypothèse. Voilà, donc autrement dit, si on veut résumer pour les hirondelles, Hirundo rustica, la sélection sexuelle se fait bien sur des critères correspondant à des caractères sexuels secondaires qui sont importants relativement au filet des mâles. Plus le filet est grand, plus la femelle est séduite et plus le nombre de petits est important. Et plus le filet est petit, et moins les femelles sont séduites et moins le nombre de petits est important. Donc on aurait peut-être tendance génétiquement, entre guillemets, la tendance génétique serait celle de, puisque les petits vont hériter des caractères sexuels des parents, entre autres ces caractères sexuels, eh bien il y a de grandes chances que plus il y a de petits qui auront acquis les caractères sexuels du mâle vaillant, et plus au niveau de l'espèce, cela va jouer de telle sorte que eh bien, l'espèce va tout doucement subir ce que l'on appelle une sélection naturelle et une sélection génétique. Alors pas naturelle, mais plutôt génétique dans ce cas-là. Bon voilà. Concernant la sélection sexuelle, un cas particulier qui nous frappe, c'est celui du paon. Alors le paon, la queue du paon mâle lui confère un handicap vis-à-vis des prédateurs éventuels, mais un avantage bien plus grand pour la séduction sexuelle. Donc l'expression sélection sexuelle fait référence au processus par lequel certains caractères sexuels secondaires sont très attrayants pour la femelle. Donc le paon mâle, on peut très facilement les identifier. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attributs qui sont des indicateurs de vitalité, donc de valeur, de force du mâle. Ce sont des indicateurs de vigueur, longévité et aptitude à bien se nourrir. Autrement dit, un mâle bien vaillant. La sélection de caractères se fait génération après génération, bien évidemment, mais le caractère le plus sélectionné est celui correspondant à des espèces de petits ronds au niveau donc chez le mâle qu'on appelle des ocelles en fait, et la femelle est très attirée par le nombre d'ocelles lorsque l'on a vu, ce que l'on a vu dans un cours précédent. Donc la femelle est très attirée par les roues qui sont très importantes. Donc plus les plumes sont grandes, longues chez le mâle et plus la roue est jolie, plus les femelles sont attirées. Voilà. Donc les caractères sexuels secondaires du mâle sont dans ce cas-là très importants pour la séduction, mais on sait bien que cela aura un coût dans la nature si le paon devait se sauver par rapport à un prédateur. Dans ce cas-là, la sélection s'inscrira dans un processus général de sélection qui sera naturel et
en même temps que génétique évidemment, mais dans ce cas-là, les critères de sélection génétique sont un handicap en ce sens que la sélection naturelle va agir en priorité, dans le sens où évidemment les prédateurs vont pouvoir manger ce pan qui aura du mal à se sauver. Bon, il restera la femelle, mais bon, une femelle sans mâle, à ce moment-là, ce qui sera peut-être sélectionné seront les mâles moins beaux, mais beaucoup plus vigoureux. Donc là, vous voyez, on revient à dire que la sélection sexuelle, oui, mais c'est pas toujours ce qui est beau qui permet la continuité de la perpétuation, en tout cas, de l'espèce. Concernant maintenant ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel, c'est l'ensemble des différences morphologiques entre les mâles et les femelles, d'une même espèce évidemment. Alors, ce dimorphisme peut être discret, ne pas exister, ou alors être très très important. On avait pris l'exemple d'une araignée, une espèce qui avait, donc le mâle était tout petit, orange, et la femelle était immense par rapport au mâle. Donc là, on a bien un dimorphisme sexuel important. Alors, donc discret, au contraire très prononcé, ce dimorphisme sexuel, et ceci s'explique par le niveau de compétition entre les mâles qui est très élevé chez les espèces ou les mâles qui sont plutôt polygames. Polygames, ça veut dire qu'ils vont avoir plusieurs femelles. Alors, si on prend l'exemple des cygnes et des gibbons, ils sont plutôt monogames. Et donc, ils ont une taille, enfin mâles et femelles ont des tailles relativement équivalentes. Par contre, concernant, alors un exemple, les dindons et les gorilles, ils sont polygames et il y a une espèce de dimorphisme sexuel dans le sens où, si on prend l'exemple des gorilles, ils sont très imposants, beaucoup plus gros que les femelles en tout cas. Un graphique très intéressant concernant l'origine évolutive de ce dimorphisme sexuel peut s'expliquer entre autres par la sélection sexuelle. Ça veut dire que les femelles, par exemple chez les gorilles, ont tendance à être beaucoup plus séduites par les mâles qui sont très très forts, très vaillants et surtout protecteurs. Voilà, alors, donc si on regarde un graphe, quelle est l'importance du dimorphisme sexuel en comparant le poids des mâles par rapport au poids des femelles en fonction du nombre de femelles par mâle reproducteur. Alors, on peut avoir un rapport mâle-femelle, donc concernant le poids, de 1, 1,5 ou 2. Et concernant le nombre de femelles, on peut aller de 1, 2, 3, 4, voire plus. Si on prend l'exemple d'espèces que l'on appelle Indris, Doruculis, les gibbons, les limures, les chimpanzés, alors concernant notamment Indris et Doruculis, eh bien on a un rapport de 1 sur 1. Ça veut dire que les femelles sont aussi grosses que les mâles. Voilà, pas trop de différence. Et on s'aperçoit qu'il y a une seule femelle. Donc les espèces sont plutôt monogames. Concernant le chimpanzé, les lémures, les gibbons, eh bien 1,5. Donc le rapport de 1,5. Et on s'aperçoit que le nombre de femelles, ça peut être 1 ou 2. Bon, alors c'est étrange parce que moi j'ai vu des cas où les chimpanzés avaient plus que 2 femelles. Bon, voilà, maintenant c'est à réfléchir, évidemment, c'est un graphe qui vaut ce qu'il vaut. Quand on regarde les macaques, le dimorphisme sexuel fait 1,5, donc le poids mâle par rapport aux femelles 1,5. Donc ça veut dire que les mâles sont la moitié de fois, enfin vous prenez le poids d'un mâle et la moitié de ce poids, vous le rajoutez au poids du mâle, ça vous donne 1,5. Donc ça veut dire que la femelle est plus petite, beaucoup plus petite. Donc c'est le cas des macaques et on s'aperçoit que les femelles, le nombre de femelles par mâle reproducteur varie entre 2 et, enfin 2 même plutôt, oui, enfin 2 à 4, 2 à 3 plutôt, 3,5. Alors évidemment ce sont des moyennes. Donc ça veut dire que plus le mâle est grand chez les macaques et puissant, plus il aura un nombre de femelles important. Et chez les babouins, les gorilles, les colobes, où le poids par exemple peut atteindre ça peut être 2 fois plus, le poids du mâle est le double. Vous imaginez si vous faites 90 kg, 9 et 9, 18, 180 kg pour le mâle. Bon, si la femelle fait 50, le mâle fait 100. Donc il y a un dimorphisme sexuel très important.
Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le nombre de femelles peut varier de 2 à 4. Voilà, donc si on peut conclure par rapport à ce graphe, autrement dit, lorsque le rapport mâle-femelle est à peu près équivalent, donc on va dire de 1 sur 1, eh bien ça veut dire que l'accouplement se fait avec une seule femelle en général. Alors plus le poids augmente, par exemple si on passe à un rapport de 1,5, eh bien le nombre de femelles par mâle peut être entre 2 et 3. Puis si on arrive à un rapport de 2, eh bien le nombre de femelles peut monter jusqu'à 4. Voilà, donc on a vu que le dimorphisme sexuel est important. Alors pourquoi? Parce que les femelles peuvent être séduites par un mâle imposant qui saura les protéger, etc. Mais ça peut être aussi des rapports de force. Bon. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, concernant la sélection sexuelle, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Comment expliquer l'existence des caractères sexuels secondaires un petit peu exubérants quelquefois et leur persistance au sein d'une espèce. Bon, s'il n'y a pas trop de prédateurs par rapport à telle ou telle espèce, ça va, mais dès l'instant où il y a des prédateurs, avoir des caractères sexuels exubérants n'est pas forcément un avantage. Par contre, pour la séduction, lorsqu'il n'y a pas de danger, évidemment, c'est un fort avantage. Le beau va avec le beau, mais lorsque cela concerne dans la nature la loi du plus fort, eh bien le beau ne va pas forcément avec le beau. Il faut être efficace, il faut être en vie efficace, savoir courir. Par exemple, si vous prenez une antilope, il faut qu'elle court, qu'elle saute, etc. Et les lions qui courent derrière, eh bien, ils ont plus de mal à attraper les éléments vigoureux que les éléments qui seront à la traîne, évidemment. Donc là encore, il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait en parallèle à la sélection génétique. La loi du plus fort existe, la loi de la séduction existe également, la sélection naturelle existe bien évidemment, que ce soit chez n'importe quelle espèce. Voilà, donc le cours est terminé. Merci.